Ça fait des années que la Russie mène une sorte de guerre de l'ombre en mer, en utilisant des tactiques hybrides pour créer de l'instabilité, mais sans jamais vraiment déclencher un conflit ouvert. Sauf qu'un incident très récent a complètement changé la donne et a forcé la mise en place d'une doctrine de tolérance zéro qui vient de redéfinir toutes les règles du jeu. C'est toute la question, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse se trouve dans une confrontation très tendue qui a eu lieu non pas sur un champ de bataille traditionnel, mais juste au-dessus des infrastructures les plus vitales et pourtant invisibles de notre monde moderne. Tout commence ici, dans le canal de Bristol. Un endroit qui est un véritable carrefour pour les communications mondiales. C'est là qu'un seul et unique navire a déclenché une réaction en chaîne, avec des conséquences qui pourraient bien être dévastatrices pour la Russie. Alors imaginez la scène. Dans la nuit du 26 janvier 2026, un cargo russe, le Senago, jette l'ancre. Mais son emplacement n'a rien d'anodin, loin de là. Il se positionne pile au-dessus de 5 câbles de données transatlantiques absolument vitaux, ceux qui relient le Royaume-Uni aux États-Unis, au Canada et à l'Europe. Et il va rester là pendant 14 heures longues avant qu'une réponse plutôt musclée ne vienne mettre fin à ce petit jeu. Et bien sûr, ce n'était pas un hasard. En fouillant un peu dans les données publiques, ce qu'on appelle le renseignement source ouverte ou OSINT, on s'est rendu compte que le synagogue venait tout droit d'Arkhangelsk. Et Arkhangelsk, c'est le quartier général de la flotte du Nord russe. Bref, ce n'était pas un simple cargo, mais un véritable cheval de Troie au service du renseignement militaire russe. Au bout de 14 heures, donc, un hélicoptère d'attaque Wildcat de la Royal Navy débarque sur zone. Et le message transmis à l'équipage russe était, on peut le dire, très clair, net et sans bavure. Ça marque un changement radical de ton. Face à une menace aussi directe, le Synagogue a très vite levé l'ancre et a pris la fuite. Cet incident, il ne sort pas de nulle part. C'est en fait l'aboutissement d'une stratégie que la Russie perfectionne depuis des années, la guerre en zone grise. Alors, voyons ensemble ce que ça signifie concrètement. L'idée est assez simple en fait. C'est d'opérer dans une sorte de flou juridique et militaire. Mener des actions de sabotage de câbles, de brouillage de signaux, d'espionnage. Tout ça en pouvant toujours nier être à l'origine. L'objectif, c'est de déstabiliser l'adversaire sans pour autant provoquer une guerre totale. Et l'outil principal pour cette guerre, c'est la fameuse flotte fantôme. Après les sanctions occidentales, la Russie a racheté des centaines de vieux pétroliers qui étaient bons pour la casse. Ces navires, sans assurance reconnue, souvent avec leur système d'identification coupé, ils ont un double objectif. D'un côté, financer l'effort de guerre en vendant du pétrole en douce, et de l'autre, mener ces fameuses opérations en zone grise. Et attention, on ne parle pas de quelques bateaux. L'échelle est juste massive. Rien que dans la mer Baltique, on estime qu'il y a plus de 600 de ces navires fantômes qui opèrent. C'est une menace constante, à la fois pour la sécurité et pour l'environnement. En fait, avant même l'incident du Synagogue, la tension était déjà montée d'un cran depuis plusieurs semaines, particulièrement en mer Baltique. Plusieurs événements ont vraiment préparé le terrain pour la réponse très ferme de l'OTAN. Regardez ça, fin décembre 2025, en l'espace de 10 jours à peine, 2 navires russes de cette flotte fantôme sont saisis. D'abord l'Adler par la Suède, pour des raisons plutôt administratives, puis le Fitkersberg par la Finlande, pour une raison bien plus grave. On voit bien l'escalade, rapide et coordonnée. Le cas du Fitberg est un cas d'école. Le navire a jeté son ancre juste au-dessus de câbles de données, oui, mais au lieu de couper ses moteurs, comme c'est la procédure normale, il les a laissés tourner à pleine puissance. Résultat, il a traîné son ancre sur des kilomètres au fond de la mer. Là, on n'est plus dans l'accident, c'est une tentative de sabotage manifeste. L'affaire du Synagogue, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La réponse européenne ne s'est pas fait attendre, et ce n'était pas juste une condamnation diplomatique, non. Là, on parle d'un changement complet des règles du jeu. Le 27 janvier, le jour même de l'incident, la riposte a été immédiate et massive. Comme on le voit ici, 14 nations européennes ont sorti une déclaration commune historique. Mais ce n'est pas tout. Dans la foulée, le Royaume-Uni a sanctionné près de 500 navires et l'Union européenne en a ajouté 41 à sa liste noire. Une riposte unifiée et éclair. Mais le point le plus important, c'est cette nouvelle doctrine. C'est elle qui change tout. Elle efface complètement la zone grise. Un navire sans assurance ou avec son transpondeur éteint n'est plus un simple contrevenant. Il est maintenant considéré comme apatride, c'est-à-dire sans nationalité légale, un peu comme un navire pirate. Et ça veut dire qu'il perd toute protection juridique et que n'importe quel navire de guerre de l'OTAN peut l'intercepter en toute légalité. Fini les excuses de panne technique. Et cette citation du secrétaire britannique à la Défense, John Healey, elle résume parfaitement ce changement de posture. On passe d'une observation passive à une implication active et, disons-le, musclée des nouvelles règles. Alors, quelles sont les conséquences de cette nouvelle fermeté pour la Russie? Eh bien, elles sont à la fois économiques et stratégiques, et elles pourraient être catastrophiques. Pour bien comprendre, il faut savoir que chaque jour, environ 1,5 million de barils de pétrole russe doivent passer par le détroit de la mer Baltique.
La valeur de ce transit est énorme, on parle de 100 millions de dollars de revenus. Oui, par jour, ce n'est pas par mois ou par an, c'est l'argent qui transite chaque jour et qui alimente directement la machine de guerre russe. Faites le calcul. Si cette route est bloquée par les nouvelles mesures, ça représente une perte potentielle de 3 milliards de dollars par mois. Couper ce robinet financier, c'est menacer directement la capacité du Kremlin à continuer sa guerre. Et sur le plan militaire, il faut être clair, la Russie n'a aucune réponse possible en mer. Sa flotte fantôme, c'est une collection de vieux rafiots rouillés et sans défense. Face aux frégates modernes, aux hélicoptères d'attaque et aux munitions intelligentes de l'OTAN, le match est plié d'avance. C'est un déséquilibre total. L'effet domino va même jusqu'à Kaliningrad. Cette enclave militaire russe, déjà isolée par la terre, dépend totalement de sa ligne d'approvisionnement par la mer. Si cette ligne est coupée, Kaliningrad risque de manquer de matériel militaire, de carburant, de nourriture, se transformant en un véritable otage stratégique au cœur de l'Europe. En définissant clairement les règles du jeu et en effaçant la zone grise, l'Occident a peut-être mis la flotte fantôme de Poutine en situation d'échec et mat. La question qui reste maintenant, c'est de savoir si cette stratégie va vraiment mettre fin à la guerre hybride russe en mer ou si elle va simplement la pousser à trouver de nouveaux terrains de jeu et de nouvelles tactiques. La partie est encore loin d'être terminée.